Le phénomène d'attrition invite bien évidemment à s'interroger sur les évolutions profondes de ce droit. Pourquoi ? Parce que, et Christelle le disait aussi ce matin, depuis plusieurs décennies, le législateur intervient évidemment de manière croissante dans les rapports locatifs, en particulier en matière de logement, afin de répondre à des impératifs qui, à mon sens, dépassent désormais la seule logique contractuelle. Il n'est plus seulement question de la partie faible et la partie forte, à travers le droit des baux d'habitation en tout cas. Ce droit est progressivement devenu un instrument de mise en œuvre de politiques publiques qui sont particulièrement ambitieuses et qui conduisent bien évidemment à une redéfinition continue des obligations qui pèsent principalement sur le bailleur privé. Donc ce sont des évolutions qui se traduisent par une intensification des contraintes pour lui, encadrement des loyers, encadrement de la sortie du bail, qualité du bien qui doit être de plus en plus bonne, dirons-nous, avec des notions diverses et variées. Et finalement, ces mutations, elles soulèvent une interrogation essentielle qui est celle de savoir si cette intervention législative qui est certes louable, les objectifs sont louables, on veut favoriser l'accès au logement, on veut bien évidemment protéger les occupants, on veut améliorer la qualité du parc immobilier, des objectifs donc louables, mais qui ne sont pas sans incidence sur l'équilibre économique de l'investissement locatif, et c'est finalement ici qu'on atteint le point qui peut poser problème. La question à laquelle je me propose donc de tenter de répondre ce matin est celle de savoir jusqu'où le droit peut multiplier les contraintes qui pèsent sur le bailleur privé sans affecter l'existence même de l'offre locative qu'il entend précisément réguler. Et en préparant donc cette intervention, je me suis finalement aperçue que la perspective ici de l'analyse profonde du droit contemporain, du droit des baux, met en lumière d'abord une fonction sociale du droit des baux qui s'est affirmée au cours des dernières années, mais qui n'est pas révolutionnaire, à mon sens. On y reviendra dans un premier temps. Et ensuite, et c'est là, à mon avis, qu'est la révolution, ou l'évolution en tout cas, une fonction environnementale qui a conduit à la bascule, finalement, qui a conduit à aggraver le déséquilibre dans les rapports locatifs. Alors, la fonction sociale d'abord du droit des baux d'habitation, en particulier pour ce qui nous concerne, elle n'est effectivement pas nouvelle. Depuis 1948, on a des régimes spéciaux sur les baux d'habitation, et depuis 1948, le législateur s'interroge et fait des va-et-vient entre ces intérêts antagonistes que sont ceux du locataire qui doit pouvoir accéder au logement et qui doit pouvoir assurer sa stabilité dans le logement, et ceux évidemment du bailleur qui a un besoin nécessaire de rentabilité dans son investissement locatif, quel qu'il soit, petit ou grand bailleur, entre guillemets, et qui entend également qu'on protège d'une certaine manière son droit de propriété, en tout cas les prérogatives qui doivent être les siennes. Donc, deux éléments finalement qui cristallisent cette fonction sociale: la question de l'encadrement des loyers dans un premier temps, et la question ensuite de la gestion de la fin du bail à travers notamment cette problématique de l'expulsion. Alors j'essaierai d'aller vite sur ces deux points, mais l'encadrement des loyers d'abord. Je n'entends pas ici revenir sur le mécanisme de l'encadrement des loyers, plus exactement sur les mécanismes de l'encadrement des loyers. On a aujourd'hui un encadrement de l'évolution des loyers qui est là depuis 2012, il n'est pas nouveau, un gel des loyers donc entre deux locations, on ne peut pas augmenter le loyer entre deux locataires, et puis à côté de ce premier mécanisme, on a un mécanisme d'encadrement des loyers issu de la loi Elan, pensé par la loi Allure et puis finalement issu de la loi Elan, qui aujourd'hui est appliqué dans la plupart des grandes villes, parmi lesquelles notamment Grenoble, depuis peu. Alors, on ne revient pas sur comment ça marche, dirons-nous. L'idée de cette présentation, c'est plutôt de se dire, est-ce que ce mécanisme d'encadrement des loyers, aujourd'hui, explique, d'une certaine manière, l'attrition que l'on constate ? Je n'en suis pas certaine.
Les statistiques démontrent que l'encadrement des loyers a certes stoppé l'inflation, c'est-à-dire que on a arrêté d'avoir une augmentation très importante du coût des loyers en matière de logement. Et les chiffres sont assez parlants puisqu'il y a des statistiques à Paris notamment qui démontrent que c'est 141 € par mois d'augmentation de loyer qui ont été évités avec le mécanisme d'encadrement issu de la loi Elan. Mais ce mécanisme d'encadrement des loyers, il n'a pas en réalité véritablement bouleversé le marché locatif. Là aussi, il y a des statistiques. À Lyon, notamment, je me suis permise de prendre celle de ma ville, d'abord parce que je les connais mieux, mais également parce qu'on a un peu plus de recul que Grenoble sur ces questions-là. Et les statistiques démontrent que finalement, dans les offres de location qui ont suivi la mise en œuvre de l'encadrement des loyers, on a un tout petit peu moins de 50% des offres qui n'atteignent même pas le loyer de référence majoré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mécanisme d'encadrement de l'évolution des loyers prime sur celui du niveau. On ne peut pas augmenter les loyers entre deux locataires. Et dans les villes où on a mis en place l'encadrement des loyers Elan, le fait est qu'on n'a jamais de vacances locatives de 18 mois. Très rarement. Donc, le loyer, il est gelé depuis très longtemps. On ne l'augmente pas entre deux locataires, sauf circonstances exceptionnelles, des travaux notamment. Donc, si on doit aujourd'hui se dire est-ce que l'encadrement des loyers est l'une des causes de l'attrition du marché locatif privé, je n'en suis pas certaine. Est-ce qu'elle va le devenir ? Là, je peux moins difficilement avoir une position affirmée parce que vous le savez tous très certainement, mais on a une proposition de loi qui est aujourd'hui à l'étude, qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale et qui renforce ce mécanisme de l'encadrement des loyers, avec alors diverses mesures. Là encore, je pense que je manque de temps pour revenir sur chacune d'entre elles, mais globalement, la mesure phare, c'est le fait d'éviter que les bailleurs échappent à l'encadrement des loyers à travers le fameux mécanisme du complément de loyer. Et ce que l'on propose aujourd'hui, c'est de limiter à 20% le complément de loyer. Mais là encore, des études statistiques, à Lyon notamment, démontrent que l'impact sera minime parce que le complément de loyer est rarement au-delà de 20% du loyer principal, en tout cas à Lyon. À côté donc de ce premier élément, cette première fonction sociale des baux d'habitation, on a l'autre volet qui a toujours été celui aussi sur lequel a joué finalement le législateur en fonction des périodes. Est-ce qu'il fallait justement plus de fonctions sociales du droit des baux immobiliers ou au contraire est-ce qu'on pouvait reculer sur ce point ? C'est la question du maintien du locataire dans les lieux. Donc on le sait, là aussi c'est quelque chose de classique. En 1948, on consacre un véritable droit au maintien du locataire, de l'occupant de bonne foi plus exactement. Et puis dans les lois qui suivent, on a quand même toujours des règles extrêmement rigoureuses sur la sortie du locataire. Le congé est compliqué, il est compliqué sur la forme, mais il est compliqué évidemment parce qu'il est limité dans les motifs qui peuvent être invoqués par le bailleur. Alors, la révolution n'est pas ici non plus. Il faut être vigilant sur ce point parce que là encore, des propositions de loi tendent à renforcer encore les choses. On nous dit on nous propose notamment d'interdire le congé pour le bailleur qui se verrait opposer une action en contestation du loyer par le locataire. La mesure est dangereuse. On propose également de multiplier les délais de préavis par 2, ce serait 18 mois pour les logements libres, pour les logements nus, et 6 mois pour les logements meublés. Donc peut-être là aussi qu'il va y avoir un renforcement qui accentuera encore ce phénomène d'attrition. Mais au-delà même de ce renforcement, peut-être que ce qui peut être vu aujourd'hui comme une des causes de l'attrition, c'est la manière dont on gère l'occupant de mauvaise foi. Dont on gère le mauvais payeur. Parce que la problématique, si vous voulez, si je peux résumer les choses de manière assez triviale, c'est que dire à un bailleur « tu vas être payé peu », c'est une chose, mais lui dire « tu ne vas pas être payé du tout », c'en est une autre. Et pourtant, tu ne pourras pas sortir ton locataire. Ça fait beaucoup.
Donc, il y a toujours eu cette problématique de la gestion des expulsions. Et là, on assiste pour le coup à une intervention du législateur qui se veut plus favorable aux bailleurs, avec la fameuse loi Kasbarian, où on a réduit les délais. On a d'abord instauré une clause résolutoire légale, hein, on dit de droit, mais qui est en fait créée par le législateur. Dans tous les baux, on réduit les délais pour le commandement de payer. On renforce également les conditions pour que le locataire puisse obtenir des délais de paiement. Et autre impact, on réduit le délai que le GEX peut accorder, le juge de l'exécution, à un locataire qui est sous le coup d'une expulsion. Donc ici, on a plutôt une tendance du législateur qui va en faveur du bailleur et qui le rassurera peut-être sur cette question-là. Quoi qu'il en soit, et c'était l'objet de ma première partie, je ne crois pas que ce soit la fonction sociale des baux d'habitation qui explique qu'aujourd'hui on assiste à une attrition du marché locatif privé. À mon sens, l'explication est plutôt dans cette nouvelle fonction qu'on a donnée au droit des baux d'habitation, qui est la fonction environnementale. Parce que c'est là le changement. Ce changement, il commence en 2017 quand le législateur décide de faire évoluer la notion de décence. On va la faire évoluer petit à petit et aujourd'hui, on assiste véritablement à la création d'une indécence énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'un bailleur aujourd'hui, il doit mettre en location un bien qui soit salubre, un bien qui soit digne, un bien qui soit habitable et un bien qui soit décent, mais décent au sens sécurité, santé de l'occupant, mais également décent au sens écologique du terme. Et c'est là, à mon sens, que le régime a basculé. Pourquoi? Parce que on a créé cette notion d'indécence énergétique, mais en plus, on a véritablement demandé aux bailleurs d'être finalement le garant d'une police environnementale. Pour que les mesures soient effectives, on a non seulement dit aux bailleurs, tu ne pourras plus louer ton bien lorsqu'il constitue une passoire énergétique, c'est un premier point, mais on a été plus loin que ça. On lui a dit, lorsque ton bien n'est pas énergétiquement intéressant, tu ne pourras pas non plus augmenter ton loyer. Il ne sera donc plus rentable. C'est là où on a peut-être été un peu loin dans les mesures et où on a conduit finalement à ce que les bailleurs commencent à se désintéresser du marché locatif privé tel qu'on le connaissait classiquement. Alors les choses vont peut-être être amenées à évoluer puisque vous l'avez vu il y a quelques jours, notre Premier ministre a semblé faire un pas en avant pour revenir un peu sur ces mesures. La proposition qui est faite, enfin, qui est annoncée en tout cas, qui a été annoncée à Marseille, c'est de permettre finalement de remettre sur le marché locatif des logements qui constituent des passoires énergétiques, avec un engagement du bailleur d'effectuer des travaux dans des délais contraints qui seraient de 3 ans pour les monopropriétés, si on peut dire, et de 5 ans lorsque le bien est en copropriété. Alors, évidemment, cet effet d'annonce pose de multiples questions. Comment le mettre en œuvre? Comment on va pouvoir effectuer des travaux alors qu'on a un locataire dans les lieux, sachant que le délai est limité à 21 jours de privation finalement de la jouissance pour ce locataire. Mais au-delà de ça, je trouve que cette proposition qui est faite par le législateur, enfin elle m'a conduite en tout cas à constater que si l'équilibre dans les rapports locatifs a toujours été un mythe, j'en suis intimement convaincue, ce que le législateur doit chercher aujourd'hui, ce n'est pas justement cet équilibre. À mon sens, c'est une cohérence d'ensemble. Et c'est ce qui manque aux règles actuelles. C'est-à-dire que le législateur pense le droit des baux d'habitation, en tout cas, de manière morcelée. On a une proposition de loi sur l'encadrement des loyers. On a une proposition de loi sur les passoires énergétiques. On a une proposition de loi sur la gestion des impayés de loyer. Il faut, à mon sens, repenser le texte dans sa globalité. Parce que demain, je remets un bien sur le marché locatif qui est G aujourd'hui. Quand je vais le remettre sur le marché, si je suis dans une ville où il y a un système d'encadrement des loyers, je vais me voir appliquer ce système d'encadrement des loyers dès la mise en location. Quand je vais terminer mes travaux dans un délai qui est extrêmement contraint, 3 ans ou 5 ans,
Déjà, quelles seront les sanctions si je ne les termine pas? Enfin, de multiples questions. Mais si je les termine, à ce moment-là, mon loyer, je ne pourrais pas le faire évoluer. Pourquoi je ne pourrais pas le faire évoluer? Parce que le système d'encadrement des loyers issu de la loi Elan ignore complètement la question énergétique. Et à mon sens, c'est ici que le législateur doit intervenir. L'encadrement des loyers, oui, pourquoi pas. Faire du logement, de la location en tout cas, un moyen de lutter contre les passoires énergétiques, un moyen de faire mieux en termes d'environnement, oui, mais il faut faire tout ça dans une logique d'ensemble. Il faut repenser l'ensemble. Alors, le droit des baux d'habitation n'est certainement pas mort, à mon sens, mais il doit aujourd'hui faire l'objet d'une réforme, je pense, globale, ce qui n'a jamais été le cas depuis 1989. Merci. Très bien. Alors, je vous remercie. Merci Frédéric de cette invitation. Moi, je vais revenir de manière peut-être plus pratique sur ce qui a été dit aujourd'hui, et c'est le point de vue du notaire et de nos clients, les propriétaires bailleurs. On voit un petit peu moins les preneurs, en tous les cas pour ce qui me concerne. Et par rapport à ce qui a été exposé, peut-être que la difficulté, c'est la complexification, la superposition des législations pour le propriétaire qui veut investir. D'abord, on l'a dit, hein, le droit des baux d'habitation réduit la liberté contractuelle. La loi de 1989 est largement impérative. Il n'y a pas de possibilité de négociation avec un locataire, ni pour la durée du bail, ni pour le congé pour reprendre ou le congé pour vendre, la liste des clauses qui sont abusives, la sortie du locataire. On a adossé à cette contrainte normative l'encadrement des loyers tel que ça a été exposé. Donc c'était un levier, ça aurait pu être un levier pour le propriétaire de dire je suis contraint, mais j'ai une liberté dans la fixation de mon loyer. Tout ça, ça n'existe pas ou ça n'existe plus. Donc ça crée un déséquilibre par rapport aux propriétaires qui voient aussi, on l'a dit, hein, des contraintes complémentaires, les contraintes administratives. Donc on a l'encadrement des loyers, on a la déclaration de mise en location suivant la commune dans laquelle le bien va se trouver, la contrainte économique, la fiscalité. Alors on a une fiscalité qui a été corrigée pour la location meublée par le législateur. N'empêche que pour le propriétaire, il lui semble que c'est toujours un peu plus favorable que la fiscalité qui est applicable pour la location nue. Là encore, même si le législateur propose de nouvelles dispositions avec la loi Jeanbrun, mais avec des contraintes quand même qui sont particulièrement fortes pour le propriétaire dans cette hypothèse-là. On connaît aussi la hausse de la taxe foncière, hein, puisque combiner la suppression de la taxe d'habitation, ça fait reposer une fiscalité importante sur le seul propriétaire. Donc ça affecte la rentabilité de son investissement locatif. Et puis surtout, c'est ce qui a été dit, hein, le frein et la difficulté première, c'est la performance énergétique, le bien qui doit respecter cette performance énergétique avec les allées et venues du législateur. Vous êtes classé G, vous êtes classé E. L'insécurité, qu'elle soit en matière fiscale ou dans tous les textes, c'est pas un gage de enfin voilà, ça crée de l'instabilité et de l'inquiétude pour l'investisseur. Les obligations de rénovation, on l'a dit, hein, ça engage des travaux souvent lourds dans des délais contraints. Quand on est en copropriété avec des délais qui sont plus que contraints et qui sont des contraintes liées même à la copropriété et à la prise de décision, la rentabilité qui est incertaine quand les travaux sont effectués. Et notamment, donc, pour le propriétaire bailleur, dans l'ancien, l'équation économique devient difficilement soutenable. La conséquence, c'est qu'il va arbitrer. Est-ce que je garde le bien avec, soit je peux engager des travaux avec toutes les contraintes dont on a parlé. Est-ce que je garde le bien, mais il n'est plus mis en location? C'est un investissement, comme j'investirais sur mon argent sur un livret quelconque. C'est placé, ça me coûte un petit peu à l'année, mais de manière générale, l'immobilier a plutôt tendance à monter si on regarde sur des durées qui sont relativement longues. Donc ça sort le bien du marché locatif où je vends.
Et dans cette hypothèse-là, j'arbitre. Voilà, c'est vraiment une gestion patrimoniale qui peut être différente. Tout ça pour dire que il me semble que pour le propriétaire bailleur, il faudrait une réforme d'ensemble parce que c'est la superposition de la norme qui fait que c'est difficile. Si on n'avait que l'encadrement des loyers ou que la décence énergétique, ça serait plus supportable pour lui. Là, la difficulté, c'est que tout combiné, il devient difficile pour lui d'envisager une mise en location qui soit sereine, et il se tourne, malgré ce qui a été évoqué tout à l'heure, plutôt vers la location meublée, qui lui semble encore plus souple et moins contraignante que la location nue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours intéressant de voir que les analyses universitaires et de la pratique se rejoignent. Je crois que unanimement dans cette salle, on sera d'accord pour dire qu'à un moment donné, au lieu de superposer les normes, il faudrait leur donner une cohérence, prendre le temps. C'est ce que permet aujourd'hui ce colloque, hein, c'est cette réflexion après ces années d'intervention législative, et ce qui nous permet vraiment, ce qui vous a permis à toutes les deux de démontrer en fait les conséquences néfastes de cette absence de réflexion qu'a le législateur. Si on parlait de la réglementation sur le DPE, je pense qu'on pourrait passer 1 heure à essayer d'expliquer comment, en changeant les modes de calcul, c'est comme pour nos étudiants, bon, finalement vous êtes trop mauvais, on va remettre des points. Pourquoi, comment, on n'avait pas pensé que les petits logements, voilà, il y a vraiment, je crois, une réflexion commune, et c'est intéressant de remarquer ces éléments communs à nos deux approches. Alors pour la suite, comme cela vous a été dit et expliqué, c'était notre intervenante suivante ne peut pas être présente, mais elle a remis son texte que Blandine Crétalas, qui est doctorante, nous fait l'honneur de lire, et ce qui est un exercice extrêmement difficile parce que s'approprier les propos des autres, c'est compliqué. Donc je vous laisse la parole et je me permettrai au bout de 20 minutes de vous faire un petit signe, et bien évidemment on a convenu que vous arrêteriez parce que c'est compliqué quand on sait pas quand on n'a pas écrit un texte, de pouvoir résumer la fin des propos. Merci en tout cas d'avoir accepté de lire ce texte. Oui, bon, du coup, je m'excuse par avance si c'est de la lecture et que j'ai les yeux rivés sur mon écran, mais j'essaye de ne pas déformer les propos qui m'ont été transmis. Donc, voilà, je vais lire ce qu'on m'a proposé de lire. Et à partir de maintenant, mon jeu n'est plus mon jeu, donc je me joins en remerciements exprimés, plus particulièrement à l'égard du professeur Couet qui m'a fait confiance sur cette intervention. Je vous prie également de croire que je regrette de ne pas pouvoir être avec vous et vous prie platement de m'en excuser. Il est une question qui hante le droit des baux depuis que le législateur a fait du contrat de location autre chose qu'un simple instrument d'échange. La protection du preneur, devenue le fil conducteur de la matière, finit-elle par décourager le bailleur? La question n'est pas neuve. Elle est, en revanche, devenue plus aiguë depuis quelques années, à l'heure où l'attractivité du droit traverse les préoccupations de la doctrine, des acteurs économiques et des faiseurs de lois. Les baux non destinés à l'usage d'habitation ont en commun d'avoir été progressivement saisis par un mouvement d'ordre public protecteur. Le statut des baux commerciaux n'a cessé de se densifier. Le statut du fermage n'a cessé de se renforcer. Les ajustements réglementaires successifs et la jurisprudence récente de la Cour de cassation témoignent d'une même direction, protéger celui qui exploite. Or, dans le même temps, les marchés locatifs concernés connaissent un phénomène de retrait. Les locaux commerciaux se vident dans les centres-villes secondaires. Les terres agricoles passent davantage par la propriété directe ou par des montages sociétaires que par le bail rural classique. Le bail professionnel, statistiquement, perd du terrain au profit des structures locatives non statutaires. Faut-il y voir une corrélation? Plus précisément, la sophistication protectrice du droit des baux contribue-t-elle à l'attribution du marché qu'elle entend pourtant servir? La réponse suppose de regarder en face un paradoxe. L'innovation normative, dans ses intentions, sert le preneur, en même temps qu'elle compose avec les exigences contemporaines liées notamment à la cause environnementale. Dans ses effets,
Elle peut alors desservir le preneur en raréfiant l'offre dont il bénéficie, car elle peut doucher les bailleurs. Pour démêler ce nœud, il aurait été idéal de rappeler en premier lieu la mécanique protectrice du droit des contrats, dont les effets consolident la position du preneur et donc l'éventuel retrait des bailleurs. Néanmoins, afin de respecter le temps qui m'est imparti, je ne traiterai pas cet aspect. Sachez seulement en quelques mots qu'il aurait été rappelé que la jurisprudence récente consolide les droits du preneur dans la durée du bail et le sécurise face aux mutations du bien loué. Il en résulte un effet de verrouillage du marché pour les bailleurs, lesquels peuvent être découragés de recourir aux baux statutaires ou même d'entrer sur le marché locatif. Je vous renvoie à la version écrite sur ces enjeux. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur l'examen, sans doute plus significatif, des innovations juridiques produisant par-delà le droit des contrats un risque d'attrition que le droit ne peut plus ignorer. Sur l'innovation normative comme facteur d'attrition de l'offre locative donc. L'analyse économique du droit l'a depuis longtemps établi, les régimes protecteurs ne sont jamais sans coût pour leurs destinataires apparents. Acceptons-le, l'attrition de l'offre locative non résidentielle n'est pas un phénomène extérieur au droit. Elle en est pour partie le potentiel produit. Cela se vérifie d'une part dans la frilosité économique du bailleur, puis d'autre part dans la recomposition du marché locatif lui-même. D'une part, la frilosité économique du bailleur. La décision de mettre un bien en location procède toujours d'un calcul comparatif. Louer ou conserver, louer ou vendre, louer en bail commercial ou recourir à des formes alternatives. Or, deux pressions convergentes sont venues ces dernières années alourdir les paramètres de ce calcul. La première relève d'abord de la gestion conjoncturelle du risque. La seconde tient ensuite à la mutation environnementale du bail. D'abord donc, les coûts conjoncturels. Le statut des baux commerciaux a connu depuis 2020 une succession d'interventions qui en ont modifié l'économie sans en réformer la structure. L'ordonnance numéro 2020-316 du 25 mars 2020 a, le temps d'une crise sanitaire, neutralisé certaines sanctions locatives. La troisième chambre civile a, par les 3 arrêts retentissants du 30 juin 2022, finalement écarté la force majeure, la perte de la chose louée et l'exception d'inexécution comme moyen de suspendre le paiement des loyers Covid. Ce sauvetage prétorien des bailleurs ne saurait toutefois masquer le signal envoyé au marché. Le statut peut, en cas de crise, voir son économie suspendue par décret, et la sécurité des flux locatifs n'est plus garantie. La perception des bailleurs sur la stabilité du cadre s'en est trouvée durablement affectée. À la crise sanitaire a succédé la crise inflationniste. La loi numéro 2022-1158 du 16 août 2022, dite pouvoir d'achat, a plafonné à 3,5% la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux pour les petites et moyennes entreprises. Le dispositif, prorogé par la loi numéro 2023-568 du 7 juillet 2023, a privé temporairement les bailleurs d'environ 430 000 baux commerciaux d'une part substantielle de la revalorisation que leur réservait la mécanique contractuelle. Cette accumulation s'inscrit dans une conjoncture macroéconomique elle-même difficile. Le cycle de hausse des taux directeurs engagé par la Banque centrale européenne en 2022 a renchéri le coût du capital pour les bailleurs institutionnels comme pour les propriétaires individuels, faisant chuter le volume d'investissement en immobilier d'entreprise de 11,6 milliards d'euros en 2023 à 9,4 milliards en 2024. Le marché s'est polarisé, les actifs les plus recherchés, bureaux des grandes localisations parisiennes loués à des utilisateurs solvables, ont mieux résisté, tandis que le marché secondaire, qui concentre précisément les biens des bailleurs individuels et des moyens propriétaires, a subi des ajustements sévères. Chacun des dispositifs précisés est isolément compréhensible. Pris ensemble, ils accroissent la prime de risque que le bailleur intègre à son calcul d'investissement. Or,
Comme on peut le voir par exemple à propos de la sanction des clauses d'indexation illicite, le statut contient ses propres mécanismes de régulation du risque économique, sans qu'il soit nécessaire de multiplier des dispositifs exogènes. Et nous pourrions aussi le montrer à propos du jeu du délai de grâce. Toute intervention judiciaire ou législative sur la mécanique contractuelle produit, par effet de cliquet, une rigidification durable de la matière. Ce qu'une crise impose, la suivante l'invoquera comme précédent. Ensuite, sur les coûts environnementaux. À la pression conjoncturelle s'ajoute, depuis quelques années, une exigence environnementale dont le bail commercial est devenu l'un des supports privilégiés. Le décret numéro 2019-771 du 23 juillet 2019, dit décret tertiaire, codifié aux articles R 174-22 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, impose aux exploitants de bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² des objectifs chiffrés de réduction des consommations énergétiques déclarés sur la plateforme Opérate. La loi numéro 2021-1104 du 22 août 2021, dite Climat et résilience, a complété ce dispositif. Les arrêtés successifs, dont celui du 1er août 2025, en ont affirmé les objectifs à atteindre. Les conséquences sur le marché sont mesurables. Les actifs bruns, c'est-à-dire les bâtiments dont la mise en conformité énergétique exige des travaux lourds, subissent une décote nette. Le bailleur est alors placé devant un arbitrage simple. Engager les travaux, vendre, changer l'usage du bien, tenter de transférer la charge des obligations énergétiques sur le preneur. Mais la méthode jurisprudentielle de la pesée des obligations que nous avons dégagée à propos de la fixation de la valeur locative pose une question. Car si des obligations énergétiques sont mises à la charge du preneur sans contrepartie, elles constituent un facteur de diminution de la valeur locative au sens des articles L 145-33 et R 145-8 du Code de commerce. Quoi qu'il en soit, persiste le problème structurel d'un marché contraint d'absorber, en quelques années, une mutation que le législateur n'a pas accompagnée de mécanismes de partage du coût. Alors, le bailleur ne se rebelle pas, il se retire. En résulte une recomposition du marché locatif non résidentiel. D'autre part, la recomposition du marché locatif non résidentiel. Le phénomène de rétractation produit au moins deux effets de recomposition. D'abord, la rigidité statutaire pousse vers des formats alternatifs. Ensuite, la procéduralisation du contentieux ajoute une dissuasion supplémentaire. D'abord sur la rigidité statutaire et la fuite vers les formats alternatifs. Le statut commercial maintient ses piliers. Droit au renouvellement, indemnité d'éviction, plafonnement du loyer renouvelé. Cette stabilité, qui est sa force pour les preneurs en place, devient son talon d'Achille face aux obligations environnementales. Le marché du bail habitation le montre également. Il est aussi son talon d'Achille face à des modèles économiques de rotation rapide. Expliquons. La consolidation des droits du preneur dans la durée impose notamment le renouvellement avec la reproduction à l'identique des clauses hors prix. Toute modification substantielle bascule, selon la jurisprudence, en refus de renouvellement et déclenche l'indemnité d'éviction. La rigidité protège le preneur. Elle décourage la renégociation souple pour prendre en compte les évolutions du droit ou du marché, mais aussi elle ne répond pas au niveau modèle de points de vente, magasins éphémères, concept store, espaces de coworking, etc. Le résultat est connu, la fuite vers les contrats hors statut. Convention d'occupation précaire, baux dérogatoires, contrat de prestation de services intégrant l'usage de location, occupation par filiale. Le marché soumis au régime statutaire se rétracte, le marché global d'occupation, lui, ne disparaît pas, il se recompose. Le bail rural connaît une dynamique parallèle, la force du droit de préemption, la difficulté de la reprise pour exploitation personnelle, l'opposabilité étendue du bail aux ayants cause du bailleur, l'extension du contrôle factuel postérieur poussent les propriétaires fonciers vers l'exploitation directe, les structures sociétaires agricoles ou la cession pure et simple.
le bail à ferme classique perd statistiquement du terrain ces dernières années. Après une période d'essor, il est concurrencé par d'autres formes juridiques d'exploitation. Ensuite, sur la procéduralisation du contentieux comme dissuasion supplémentaire. S'ajoute à cela une transformation moins visible mais non moins digne d'intérêt, la procéduralisation accrue du contentieux locatif. Or, le décret numéro 2025-619 du 8 juillet 2025, dit Magicobus 2, a modifié l'article 145 du Code de procédure civile en instituant, pour les mesures d'instruction in forum, portant sur un immeuble, la compétence exclusive de la juridiction du lieu de l'immeuble. Cette rationalisation est dans ses justifications juridiques parfaitement valable et cohérente. Dans ses faits, elle est critiquée par le barreau de Paris qui dénonce un risque de fracture d'accès au droit pour les bailleurs. Se pose également l'enjeu de la stratification des juges intervenant dans le jeu de la clause résolutoire. Chaque acteur procédural a une compétence délimitée. Leur empilement complexifie le contentieux. Le débat technique sur le champ d'application de l'article L145-41 du Code de commerce, limité aux impayés ou étendu à toute inexécution, illustre la même technicité. Le coût stratégique pour les parties s'en trouve considérablement alourdi. La sophistication croissante de l'évaluation des préjudices indemnisables complète ce tableau d'un contentieux où le petit bailleur, propriétaire d'un ou deux locaux, se retrouve démuni face à des coûts parfois jugés insurmontables pour les petits bailleurs. Le phénomène les conduit à adapter leur comportement, sélection accrue des locataires ou recours à des montages juridiques alternatifs. Il participe de même à une recomposition du marché locatif, marquée par la domination des bailleurs et investisseurs professionnels et la tension de certaines zones géographiques au détriment de celles moins attractives pour les gros bailleurs. Cette évolution fait écho à une représentation largement partagée, celle de centres-bourgs désertés par la disparition progressive des commerces de proximité. Le législateur et le juge se trouvent dès lors devant une alternative redoutable, durcir encore les protections au risque d'aggraver l'attrition ou repenser le droit des baux. Il ne faut alors être ni manichéen ni trop neutre, car les enjeux sont forts pour les contractants mais aussi pour l'économie. Avant de conclure, plusieurs pistes d'équilibrage peuvent ici être mentionnées. L'intégration statutaire d'une répartition légale des obligations énergétiques ou la consécration légale d'un régime intermédiaire entre bail dérogatoire et bail statutaire, adapté aux occupations courtes ou modulables, coworking, pop-up, retail, saisonnier. Aujourd'hui exposé au risque de requalification. Par ailleurs, le bail vert, dont la pratique se diffuse depuis l'article L125-9 du Code de l'environnement issu de la loi Grenelle II, pourrait offrir une voie de réconciliation entre ambition environnementale et soutenabilité économique. L'annexe environnementale prévue à l'article L125-9 du Code de l'environnement issu de la loi Grenelle II n'a fourni qu'aucune amorce déclarative. Un véritable bail vert organisant le bail des coûts de la transition entre bailleurs et preneurs reste à inventer. Toutefois, le développement dans la pratique des bailleurs institutionnels des clauses dites de bail vert, partage des données énergétiques, comité de suivi, engagement de travaux réciproques, pourrait offrir un point de départ à une consécration normative qui en organiserait la généralisation. Au-delà de la seule technique du bail commercial statutaire, le droit positif offre déjà des instruments contractuels de longue durée dont la mobilisation accrue pourrait répondre à l'enjeu environnemental. Le bail emphytéotique, conclu pour 18 à 99 ans, confère au preneur un droit réel hypothécable et cessible. Sa durée longue lui permet d'amortir des travaux énergétiques lourds que la précarité du bail commercial classique ne saurait justifier économiquement. Autre solution, le bail à construction, article L251-1 du Code de la construction et de l'habitation, plus exigeant, contient une obligation à titre principal d'édifier ou de réhabiliter et autorise un paiement du loyer en remise d'immeuble, mécanisme qui transforme
l'investissement de rénovation en contrepartie locative directe. Autre solution encore, le décret lui-même reconnaît implicitement l'aptitude de ces baux à apporter la transition énergétique en faisant peser sur l'emphytéote ou le crédit-preneur les obligations déclaratives sur la plateforme opérate. D'ailleurs, ces deux contractants bénéficient de tous les droits d'un maître d'ouvrage et donc des garanties afférentes, comme l'a rappelé la Cour de cassation récemment. En guise de conclusion, innover pour protéger jusqu'à raréfier, telle est la trajectoire que dessine le droit contemporain des baux non d'habitation. Le droit ne peut ignorer ses effets économiques sans se condamner à discipliner des intérêts dont il aurait progressivement tari l'objet. Le défi des prochaines années sera moins d'inventer de nouvelles protections que de calibrer celles qui existent. Je vous remercie pour votre attention et je reprends mon propre jeu. Je vous remercie aussi pour votre attention et pour votre bienveillance à l'égard de cette lecture. Merci beaucoup pour cet exercice difficile. Et donc, je vous propose de terminer cette matinée par une réflexion sur l'équilibre des rapports locatifs en droit des baux commerciaux. Quels aménagements conventionnels? Je pense qu'il va s'inscrire totalement dans la lignée des propos qui viennent d'être tenus. Et donc, c'est Sarah Andjeshahiri-Tribilla, qui est maître de conférence à l'université de Perpignan, à qui cette lourde mission a été confiée, mais un sujet tout aussi passionnant. Merci Madame la Présidente. Je tiens donc à me joindre à mes collègues pour remercier chaleureusement donc, le professeur Coué pour son invitation à intervenir au sein de cette riche journée d'études, ainsi qu'à l'Université de Grenoble pour son accueil. Alors la question de l'équilibre des rapports locatifs en matière de baux commerciaux n'est pas nouvelle. Elle traduit une tension structurelle entre deux logiques antagonistes. Dans la vision traditionnelle, le bail commercial, c'est un contrat de louage déséquilibré opposant deux parties de force inégales. D'un côté, le propriétaire foncier, considéré comme la partie forte du contrat, il a été rappelé, et de l'autre côté, le locataire placé dans une situation juridiquement et économiquement précaire. Et c'est pour cela, pour y remédier, que le décret du 30 septembre 1953, profondément remanié par la loi Pinel du 18 juin 2014, a instauré un statut protecteur du locataire par l'abondance de dispositions impératives. Pourtant, à regarder de plus près, ce statut n'est pas le garant des seuls intérêts du locataire. Il aspire, à dire vrai, à préserver un certain équilibre économique entre les parties. À côté de la propriété commerciale offerte au locataire, le bailleur se voit garantir de la durabilité d'un revenu et une occupation des lieux qui préservent la valeur du local. Si la finalité de leurs intérêts diffère à première vue, ceux-ci ne sont pas pleinement divergents. En outre, le statut des baux commerciaux ne régit que partiellement la relation locative. Les questions résiduelles relèvent du droit commun du bail, du droit commun du contrat, du bail lui-même qui complète ou supplée le statut des baux commerciaux et de la jurisprudence qui a un rôle considérable en la matière. Et c'est dans les interstices laissés par l'ordre public que se loge la liberté contractuelle qui permet donc aux parties de construire un équilibre conventionnel adapté à leur situation respective jusqu'à converger leurs intérêts. C'est par l'ingénierie contractuelle que le bailleur peut atténuer le déséquilibre d'un statut conçu en principe dans un objectif de protection du locataire. Et donc mon propos vise à répondre à une question simple. Dans quelle mesure les aménagements conventionnels articulés au socle statutaire permettent-ils de construire un équilibre effectif des rapports locatifs, voire de faire émerger une logique partenariale? L'analyse conduira donc à distinguer deux temps. D'abord, un statut protecteur aux marges contractuelles qui reste quelque peu préservé. Ensuite, une ingénierie contractuelle qui est vectrice d'un véritable rééquilibrage direct. Alors, malgré la tonalité impérative, le statut des baux commerciaux n'opère pas une confiscation totale de la liberté contractuelle. Il n'est pas un bloc monolithique d'ordre public absolu. Il est un savant dosage entre, d'une part, des règles d'ordre public de direction et d'autre part, des espaces de liberté contractuelle que les parties peuvent investir.
En effet, plusieurs mesures protectrices du locataire ne sont pas indifférentes à la situation du bailleur qui voit indirectement ses intérêts ménagés. Il en est ainsi de la durée minimale, donc de 9 ans imposée par l'article L145-4, qui n'est pas une mesure qui dessert le bailleur. Présentée comme rigide, pour protéger le locataire, elle offre au bailleur un avantage symétrique trop rarement souligné. Visibilité financière, durabilité du revenu sur une longue période, occultant en théorie le risque de vacances locatives. Cette durée minimale légale s'accompagne pour le locataire, depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, d'une faculté de résiliation triennale du locataire d'ordre public, posant ainsi le principe de l'interdiction des baux à durée ferme. Toutefois, l'article L145-4 permet, dans des cas limitativement énumérés par le texte, de déroger à la règle de l'interdiction des baux fermes par une stipulation contraire, confortant ainsi la position des bailleurs qui pourraient en contrepartie, donc en contrepartie de l'engagement ferme, participer par exemple à des travaux d'aménagement pour le locataire, avec le risque néanmoins pour ce locataire de voir le loyer du bail renouvelé déplafonné, mais j'y reviendrai. Cette durée du bail constitue, à dire vrai, un socle autour duquel se développent de nombreuses stratégies contractuelles. Deuxième point, la fixation du loyer. Le loyer initial relève pleinement de la liberté contractuelle, et d'ailleurs, elle autorise le loyer binaire avec une partie fixe et puis une partie indexée sur le chiffre d'affaires. Cette liberté s'atténue toutefois, et ça a été révélé donc, par Madame la Présidente, que cette liberté s'atténue donc pas au stade du renouvellement où l'évolution du loyer est encadrée par la règle du plafonnement énoncée à l'article L145-34, à moins que les parties décident, et on le verra, d'écarter le mécanisme du plafonnement en matière de renouvellement. Mais, et c'est essentiel, les parties conservent la faculté de déterminer par avance les modalités de fixation du loyer renouvelé, ce qui témoigne du maintien d'une certaine liberté dans l'aménagement de l'équilibre contractuel dans le bail commercial, mais il appartiendra toutefois au bailleur de veiller à ce que le loyer fixé ne revête pas un caractère dissuasif. Troisième point, les exceptions légales au plafonnement. Le plafonnement du loyer de renouvellement, donc instauré par l'article L145-34, n'a pas de portée absolue. Le statut lui-même aménage plusieurs exceptions bénéficiant directement au bailleur. La modification notable d'un des éléments de l'article L145-33 qui est relatif à la valeur locative, les baux conclus pour une durée supérieure à 9 ans et la tacite prolongation au-delà de 12 ans. Ce sont là des leviers d'ajustement du loyer, dont pour certains, comme le bail supérieur à 9 ans, la maîtrise contractuelle constitue un intérêt économique de premier plan. Le statut des baux commerciaux ne se contente pas de ménager indirectement les intérêts du bailleur par la seule économie de ses règles impératives. Il laisse subsister en son sein de réelles marges de liberté contractuelle que les parties donc peuvent investir. Et j'en relèverai 3. D'abord, le bail dérogatoire qui a été énoncé, qui est un véritable pivot de la souplesse statutaire. Prévu à l'article L145-5, il permet aux parties de se soustraire au statut des baux commerciaux sous réserve que la durée totale du contrat n'excède pas 3 ans. Ce dispositif, il a été évoqué précédemment, répond aux besoins contemporains du commerce, développement des boutiques éphémères, tester un concept commercial, appréciation de la pertinence de l'emplacement. Et le bail dérogatoire est un véritable instrument de négociation partagée, à mon sens, puisque face à la vacance commerciale qui dépasse dans certaines périphéries 15%, le bailleur a un intérêt direct à accepter un bail dérogatoire demandé par le locataire, puisqu'il encaisse un loyer, il évite la dégradation liée à l'inoccupation des locaux, et il conserve la maîtrise de son bien à l'échéance, sous réserve toutefois qu'il n'y ait pas maintien du locataire dans les lieux au-delà d'1 mois à compter de l'échéance, et qu'avant le terme du bail dérogatoire, le bailleur notamment ait manifesté par un acte positif, clair et dépourvu d'ambiguïté sa volonté de ne pas prolonger la relation donc locative. Ensuite, la clause d'échelle mobile.
qui permet une indexation donc automatique du loyer en fonction d'un indice de référence et selon une périodicité déterminée contractuellement, dispensant ainsi les parties de toute démarche préalable. La jurisprudence en a fait un terrain contraint. Sont réputées non écrites les clauses qui ne jouent qu'à la hausse, c'est-à-dire les clauses qui excluent la réciprocité de la variation et qui favorisent donc le jeu de l'indexation. La question de la portée de la sanction a été précisée récemment par la Cour de cassation, de sorte que seule la stipulation qui crée la distorsion illicite est en principe réputée non écrite, sauf indivisibilité avec le reste de la clause, auquel cas l'ensemble du mécanisme est anéanti. Et cette sanction est d'autant plus redoutable que l'action en réputée non écrite est imprescriptible, exposant alors le bailleur à des restitutions sur le terrain de la répétition de l'indus sur 5 ans et potentiellement de la perte donc de l'intégralité du mécanisme d'indexation. Donc dans ce contexte, la rédaction des clauses d'indexation appelle une vigilance pour être donc effective. Troisième et dernière marge, la clause de transfert des charges, terrain où s'affrontent avec le plus d'acuité la liberté contractuelle et l'ordre public. Avant la loi Pinel, la liberté contractuelle permettait des transferts massifs donc de charges et travaux au détriment du locataire. C'est désormais l'article L145-40-2 d'ordre public qui impose donc au bail de comporter un inventaire précis et limitatif des charges, travaux, impôts et taxes, et l'article R145-35 issu du décret d'application de la loi Pinel qui dresse donc la liste exhaustive des dépenses non récupérables. De sorte que, hors de ces interdictions, la liberté demeure, sous réserve d'une clause suffisamment claire et précise. Cependant, paradoxe, aucune sanction n'est prévue si aucun inventaire n'est joint ou si le bailleur manque à son obligation d'information. Partant, la jurisprudence récente a fait de cette exigence formelle un véritable instrument de protection. Ainsi, la Cour d'appel de Versailles a retenu le 7 mars 2024 qu'une clause de transfert, même claire et précise, est réputée non écrite dès lors qu'aucun inventaire n'est annexé au bail au motif qu'elle contourne l'exigence d'inventaire d'ordre public. Alors l'équilibre ici, plus qu'ailleurs, est le résultat d'une vigilance partagée. D'un côté, on a le législateur qui dresse les interdits. D'un autre côté, le juge qui en assure la rigueur. Mais surtout, on a le rédacteur du bail qui transforme l'opportunité contractuelle en outil partenarial ou alors en piège pour son co-contractant. J'en viens à ma seconde partie. Si le statut des baux commerciaux ménage indirectement certains intérêts du bailleur, c'est avant tout par l'ingénierie contractuelle que s'opère un rééquilibrage direct. Alors des clauses soigneusement élaborées permettent en effet au bailleur de préserver ses intérêts économiques. Premier instrument d'un rééquilibrage effectif, le bail ferme. L'article L145-4 du Code de commerce reconnaît au locataire une faculté de résiliation pénale, mais admet la clause de bail ferme dans des hypothèses limitativement énumérées, certes. Baux de plus de 9 ans, baux de locaux monovalents, baux des locaux à usage exclusif de bureaux, et ceux portant sur des entrepôts, donc destinés au stockage. En pratique, cette renonciation s'accompagne de contreparties économiques. Modération du loyer, participation du bailleur à des travaux d'aménagement, de sorte que le locataire bénéficie par l'acceptation de cette clause ferme d'un avantage économique immédiat et le bailleur sécurise comme cela la pérennité de ses revenus. C'est à proprement parler un équilibre négocié qui doit toutefois s'inscrire dans une logique économique cohérente en lien avec l'investissement et avec l'exploitation du fonds, tout en anticipant bien évidemment le déplafonnement du loyer du bail renouvelé. Deuxième mesure d'un rééquilibrage effectif, le caractère non impératif du mécanisme du lisage. En matière de renouvellement, je précise. La fixation du loyer du bail renouvelé constitue toujours un moment sensible
en particulier lorsque le déplafonnement entraîne une hausse significative du loyer, qui menace la stabilité financière du locataire. Pour atténuer ces effets parfois brutaux, le dernier alinéa de l'article L145-34 qui instaure le mécanisme du lissage plafonne l'augmentation annuelle du loyer à 10% du dernier loyer acquitté. Comme cela, le locataire peut anticiper les évolutions du loyer. Mais ce plafonnement du déplafonnement, mécanisme de lissage, n'est pas d'ordre public en matière de renouvellement, et le bailleur peut donc l'écarter par une stipulation contraire. Et l'enjeu financier est considérable. Le lissage, il faut l'avouer, dilue sur plusieurs années l'alignement du loyer sur la valeur locative réelle, parfois sans jamais l'atteindre. Et la clause d'éviction donc du lissage permet alors au bailleur de capter immédiatement cette valeur au renouvellement du bail et de préserver ainsi la valeur patrimoniale du local. Donc elle devient un véritable levier de négociation en contrepartie, par exemple, d'une modération du loyer peut-être la première année. Troisième instrument d'un rééquilibrage effectif, la clause de destination du bail. Cette clause constitue l'un des principaux instruments de contrôle dont dispose le bailleur. Une rédaction restrictive de la clause lui permet de maîtriser la nature de l'exploitation sous réserve des procédures de déspécialisation qui sont d'ordre public. Ainsi, toute méconnaissance de la destination contractuelle est susceptible de justifier un refus de renouvellement pour motif grave légitime sans indemnité d'éviction, voire la résiliation du bail. À l'inverse, une clause large, type tout commerce, bien que monnayée, offre au locataire une grande souplesse, mais fragilise la maîtrise donc du bailleur. Et la jurisprudence récente admet toutefois, même pour des clauses de destination claires et précises, une interprétation tenant compte de l'évolution des usages commerciaux, élargissant ainsi la destination du bail. On observe qu'au-delà de la rédaction même, le juge qui trace la frontière entre l'extension naturelle de la destination et l'activité exigeant une procédure de déspécialisation, il protège le locataire dont le commerce a naturellement évolué, sans renoncer pour autant à sanctionner celui qui va changer réellement d'activité sans passer par la procédure de déspécialisation. Quatrième et puissant mode de rééquilibrage, la clause résolutoire. Clause résolutoire dont sa fonction dépasse la sanction. Elle est dissuasive, elle est préventive, elle est stratégique, elle est mobilisée non pas pour rompre la relation locative, mais pour la poursuivre. Surtout, le juge qui constate l'acquisition de la clause ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Son office se réduit à constater le jeu de la clause résolutoire. C'est un aménagement remarquable qui dispense le bailleur de lui montrer la gravité de tout manquement. Il existe pour autant un tempérament, et ça a été soulevé, majeur, puisque l'article L145-41 qui régit la clause résolutoire en matière de baux commerciaux confère au juge le pouvoir d'accorder des délais et aussi de suspendre les effets de la clause résolutoire. Récemment, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 février 2025, a élargi le pouvoir du juge de suspendre la clause à tout manquement, y compris une obligation de faire, de sorte que la suspension des effets de la clause résolutoire n'est plus limitée au seul défaut de paiement des loyers par le locataire. Et donc, la combinaison de tous ces outils conventionnels permet donc au bailleur de retrouver une certaine maîtrise de la relation locative. L'équilibre ne procède pas d'une opposition entre normes impératives et libertés contractuelles, mais de leur articulation. Cet édifice, cependant, est aujourd'hui quelque peu fragilisé. Deux évolutions en particulier méritent d'être soulignées. D'abord, l'imprescriptibilité de l'action réputée non écrite consacrée donc par l'arrêt Caravelle du 19 novembre 2020. De sorte que toute clause ancienne, même insérée dans un bail renouvelé depuis des décennies, peut être visée. Et l'effet pervers est double. Le bailleur est incité à la rigidité, et la négociation initiale perd son attrait puisque la contrepartie consentie au locataire n'est pas remise en cause,
lorsque la clause favorable au bailleur, elle, a posteriori, est neutralisée. Ensuite, l'irruption du droit commun, des contrats. L'article 1170 du Code civil répute, non écrit, toute clause privant de sa substance l'obligation essentielle. Quant à l'article 1171, sanctionne le déséquilibre significatif dans les contrats d'adhésion. Et sur ce dernier point, une partie de la doctrine que je rejoins, notamment le professeur Françoise Hoc, estime que les baux de centres commerciaux, caractérisés par des stipulations prérédigées, peuvent relever de cette qualification. Et donc, il résulte, in fine, une superposition de contrôles statutaires, civils, qui encadrent étroitement les aménagements conventionnels et pouvant les paralyser davantage. Et face à cette fragilisation, deux voies de rééquilibrage peuvent paraître prometteuses. La première, une modernisation du statut par une pluralité de régimes. L'évolution des pratiques commerciales révèle les limites d'un statut des baux commerciaux conçu dans des situations homogènes. Appliquées uniformément, les règles impératives ne tiennent pas compte de la diversité des activités, diversité des parties ou des locaux, conduisant alors à des solutions inadaptées, notamment en matière de répartition des charges. Un locataire en pied d'immeuble peut être amené à supporter les mêmes charges qu'un locataire qui est propriétaire d'une enseigne notoire. Et cette uniformité apparaît de moins en moins pertinente. Et comme l'a suggéré le professeur Monéger, une adaptation du régime fondée sur un socle commun, complété par des règles spécifiques selon les situations locatives, permettrait de mieux prendre en compte la diversité des pratiques et de rétablir un équilibre plus conforme aux réalités économiques. Alors on peut imaginer un bail de pied immeuble à protection forte, un bail de centre commercial à un régime partenarial avec un loyer variable, un bail d'enseigne nationale à supplétivité large de règles, un bail relatif aux nouveaux usages, donc pop-up store, dark store, avec un régime assoupli. Et par rapport à ce bail d'enseigne nationale à supplétivité large, il pourrait se justifier par le fait que le locataire dispose d'un véritable pouvoir de négociation puisqu'il est l'exploitant d'une enseigne nationale notoire. Donc, avec une force finalement disons que le rapport de force s'inverserait. La seconde, plus ambitieuse, consiste à refonder la relation locative sur une véritable logique partenariale. Bailleurs et locataires partagent en effet des intérêts communs, qu'il s'agisse de l'attractivité d'un centre commercial ou de l'attractivité d'un commerce en pied d'immeuble. Et cette convergence d'intérêts doit se traduire dans le contrat par des mécanismes de coopération, tels que des engagements mutuels sur les travaux de valorisation, sur les travaux qui relèvent donc de l'environnement avec ce nouveau concept de compliance, avec une participation du bailleur aux opérations de promotion commerciale, de sorte qu'une telle approche, fondée sur une collaboration plutôt que sur l'accumulation de règles comme il a été exposé tant en matière de baux d'habitation, apparaît comme une réponse plus adaptée aux enjeux contemporains du bail commercial. Donc, l'équilibre des rapports locatifs en matière de baux commerciaux apparaît en réalité moins déséquilibré qu'il n'y paraît. Le statut lui-même, déjà, fût-ce indirectement, ménage certains intérêts essentiels du bailleur. À cette lecture légale s'ajoute la pratique contractuelle qui exploite les marges laissées par l'ordre public pour ajuster la relation locative. Et donc la conclusion est donc moins celle d'une opposition entre liberté contractuelle et ordre public que celle d'une complémentarité. Le statut des baux commerciaux sans liberté contractuelle serait rigide, inadapté à la diversité des situations économiques, et la liberté sans statut serait la loi du plus fort et on reviendrait à une situation antérieure avant le décret de 53. C'est un risque. Surtout, l'équilibre en matière de baux commerciaux n'est jamais définitivement acquis. Les conditions économiques, sociales, technologiques évoluent constamment. Transition écologique, nouveaux usages.
Et l'équilibre d'hier devient le déséquilibre d'aujourd'hui. Et donc l'équilibre en droit des baux commerciaux est un horizon plus qu'un résultat. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour la clarté de cette présentation et de cette intervention. Oui, j'avais pas idée de vos usages, alors moi j'ai vu tout ce qui me passait par la tête dans la conversation au fur et à mesure des présentations. Alors maintenant il faut que je retrouve à quelle présentation ça correspondait. Il me semble que j'avais noté sur la présentation qui parlait entre autres du co-living et du développement de ce type de baux. Je notais juste que c'est des actifs qui avaient la cote auprès des investisseurs institutionnels, mais qui attiraient des investisseurs qui étaient déjà positionnés plutôt sur des actifs hôteliers. Et donc c'était un petit festivisé pour un peu comprendre que effectivement c'était pas considéré par les investisseurs institutionnels comme du résidentiel. Pour illustrer les propos. Et puis après j'ai mis des informations sur une étude qui avait été faite sur l'encadrement des loyers. Et je donnais un petit exemple de modalité d'encadrement des loyers conditionnés aux caractéristiques du bien. Alors ça, c'est une de nos collègues aussi qui disait qu'il y avait une problématique entre l'encadrement des loyers et les demandes de performance énergétique des biens. Donc je donnais l'exemple du Mietspiegel qui a été, alors qui est plein de rebondissements législatifs, mais qui avait été testé à Berlin, où les loyers sont conditionnés aux caractéristiques du bien et à la qualité du bien. Voilà. Ce qui n'est pas le cas en France, pour l'instant en tout cas. Merci pour ce complément.